messieurs, bonjour. Vous êtes là où il faut être pour être d'abord informé et formé. C'est sur WAB Information TV. Nous sommes ensemble avec des juristes qui vont devoir parler sur une très belle thématique pour nous ouvrir les esprits. Notre adage reste le même, c'est nul ne peut ignorer la loi. Ça veut dire que tout le monde a l'obligation de suivre cette émission afin d'acquérir certaines notions en matière de droit. Mais des juristes vont devoir se présenter aujourd'hui parce que j'aimerais que ce soit eux-mêmes qui se présentent. La thématique n'est autre que la protection de l'enfance avant et après la naissance. La protection de l'enfant avant et après la naissance. Nous allons devoir en parler dans cette émission. Vous le savez très bien que depuis l'arrivée ou bien l'entrée du M23 dans la ville touristique de Goma, il y avait eu prolifération des enfants de la rue, comme on a toujours l'habitude de les appeler, ou bien des enfants en rupture familiale depuis l'entrée du M23 dans la ville de Goma. Ils sont devenus très nombreux, les enfants en rupture familiale. C'est un fait, nous allons devoir en parler sur leur protection. Monsieur, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Faustin, bonjour également à tous les téléspectateurs de WAB Information Télévision. Bonjour également à mon camarade de débat. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous ai donné l'opportunité aujourd'hui de vous présenter devant notre caméra. Alors, je suis Joe Okapi, comme d'habitude, vous le savez. Je suis juriste de formation. Je suis détenteur d'un diplôme de master en droit public interne à l'université de Goma. À droit public interne de l'université de Goma. Notre deuxième invité, il est à mes côtés droit en Linette. Bonjour et bonne arrivée, cher frère. Merci Faustin, c'est un plaisir pour moi de participer dans cette émission de WAB Info, c'est ça. Alors, je suis Junior Babingwa, je suis détenteur d'une licence en droit général à l'université de Goma, et je suis masterant en droit pénal. Et c'est un plaisir pour moi de participer dans cette émission aux côtés de Maître Joe Okapi, avocat en puissance au barreau du Nord Kivu, mais également aux côtés de Faustin. Nous sommes très heureux également de vous recevoir. Vous êtes un bon parleur et également nos téléspectateurs seront très honorés parce que cette émission a vraiment un caractère pédagogique. Nous allons commencer avec vous, Junior. Parlez-nous un peu de la protection de l'enfance avant sa naissance. Alors, merci Faustin pour la question. Nous allons parler de la protection pénale de l'enfant avant et après la naissance. Mais avant de parler de cette protection pénale, il est important pour tous nos téléspectateurs de comprendre ce que signifie un enfant. Et pour comprendre ce que signifie un enfant, nous allons d'abord partir de la définition étymologique pour comprendre les racines de ce vocable enfant. Et après, nous allons entrer dans la loi pour comprendre également la définition légale de ce vocable. Alors, enfant tire ses racines du latin qui signifie infans. Infans veut tout simplement dire c'est lui qui ne sait pas parler, c'est lui qui ne connaît pas parler. Voilà donc un aspect étymologique du vocable enfant et qui prouve à suffisance que l'enfant c'est un être faible qui a besoin d'être protégé. Non seulement il a besoin d'être protégé, mais également ses droits doivent être mis en valeur par les textes juridiques, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau interne. Et cela renvoie même au fait que l'enfant fait partie du régime des incapacités. L'enfant, c'est un incapable au regard de la loi, ce qui veut dire qu'il ne peut pas exercer certains droits, il est limité dans l'exercice de certains droits, il est également limité dans la jouissance de certains droits. Je vous donne l'exemple Faustin, un enfant ne peut pas contracter le mariage, puisqu'il est dans les régimes des incapacités, il ne peut pas jouir de ce droit de contracter le mariage, c'est un exemple. Et donc la protection pénale de l'enfant renvoie à sa protection avant la naissance et après la naissance. Le législateur congolais a trouvé qu'il serait important, qu'il serait mieux de protéger l'enfant pendant qu'il est encore dans les seins de sa maman, pendant qu'il est encore un fœtus. Donc il ne suffit pas que l'enfant soit né pour que la protection pénale de l'enfant soit effective. La protection pénale de l'enfant devient effective lorsque l'enfant devient un fœtus dans les seins de sa maman. Alors, la protection pénale de l'enfant avant la naissance, elle est prévue par la loi portant protection de l'enfant de 2009, qui renferme la substance
de toute forme de protection de l'enfant. Et nous allons comprendre ici que la protection de l'enfant renferme 3 contenus. Le premier contenu, c'est la protection sociale de l'enfant. Le deuxième contenu, c'est la protection judiciaire de l'enfant. Et enfin, la protection pénale de l'enfant, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Je rappelle également que la protection judiciaire de l'enfant renvoie aux situations des enfants en conflit avec la loi. La protection sociale de l'enfant renvoie aux enfants en situation difficile, par exemple les maïbobos, les enfants qui déambulent le long des rues. Et la protection pénale de l'enfant, qui est l'ensemble des règles, soit qui consiste à un ensemble des règles, soit des infractions qui sont réprimées par un comportement tendant ou un comportement d'ordre attentatoire aux droits de l'enfant. Et donc, la protection pénale, c'est l'ensemble des comportements qui constituent des infractions qui sont d'ordre attentatoire aux droits de l'enfant, qui peuvent porter préjudice aux droits de l'enfant, soit à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est le souci de sauvegarder, de protéger le droit de l'enfant en toute situation. Et donc, cette protection pénale renferme des infractions et automatiquement, je vais me lancer dans ces infractions pour pouvoir démontrer ce que la loi prévoit. Allez-y. Et la loi protège l'enfant au travers des incriminations des individus qui ont des comportements qui peuvent toucher aux droits de l'enfant, qui peuvent énerver les droits de l'enfant. Je vais donner l'exemple de 2 infractions. Je vais commencer par l'avortement. Alors, l'avortement, c'est tout simplement le fait pour une femme de pouvoir utiliser des manœuvres qui sont artificielles dans le but d'extraire le produit de la conception de son ventre. C'est ça l'avortement en fait. Mais avant de continuer, j'aimerais revenir sur les définitions légales de l'enfant. J'ai sauté cette partie, je reviens sur ça. Alors, il faudrait comprendre que l'article 41 de la Constitution dit que l'enfant est toute personne ayant moins de 18 ans. Ça, c'est la Constitution qui le dit. L'article 219 du Code de la famille également revient sur cette définition qui dit tout simplement que l'enfant, ou soit les mineurs, est toute personne ayant moins de 18 ans. Il n'y a pas que la Constitution et le Code de la famille, il y a également la loi portant protection de l'enfant de 2009 en son article 2, qui revient sur la même définition, toute personne ayant moins de 18 ans. Au niveau international, il y a également la Convention relative aux droits de l'enfant, qui revient également sur cette définition en son article 2, et qui dit tout simplement que l'enfant, c'est toute personne ayant moins de 18 ans, sans distinction de sexe, c'est-à-dire qu'il soit fille ou garçon. Je reviens sur l'avortement, Faustin, avant de vous laisser poser d'autres questions. C'est tout simplement le fait pour une femme d'utiliser des manœuvres qui sont artificielles dans le but d'extraire le produit de la conception. Le produit de la conception, c'est le fœtus, c'est l'enfant qui est dans son ventre. Il utilise des manœuvres pour extirper le produit de la conception qui est la grossesse. C'est punissable par la loi, je ne vais pas trop développer puisque l'émission n'est pas destinée tout simplement aux juristes. Il revêt un caractère pédagogique et la punition, soit la sanction qui est prévue pour cette infraction, elle est même citée à l'article 166 du Code pénal qui dit tout simplement que cette infraction est punissable de 5 à 10 ans. Vous allez donc comprendre ici que la protection pénale est caractérisée par le fait que chaque action ayant pour objet de restreindre le droit de l'enfant est considérée comme une situation aggravante, soit une circonstance aggravante. Donc, toutes les actions que l'on mène contre le droit de l'enfant sont des circonstances aggravantes au regard de la loi. Merci Junior. Joe Capi, maître, vous êtes également expert en matière des droits, d'ailleurs habituel de notre émission qui dit les droits. Ah oui. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de la protection de l'enfant après sa naissance? Alors, d'entrée de jeu, Faustin, merci pour la parole accordée. Je suis content et agaillardi de l'intervention de Junior qui a fait asseoir le débat quand ça concerne la protection de l'enfant avant sa naissance. Alors, avant que je n'entre dans la protection pénale de l'enfant après sa naissance, il faudrait également souligner qu'il y a une maxime latine qui, justement, c'est un principe de droit qui dit
infens conceptus pronato habetur eius agitur. Ça veut dire que l'enfant est considéré comme né toutefois qu'il s'agit de ses intérêts. Alors c'est Junior qui l'a bien souligné et illustré, il a dit il faut protéger l'enfant pendant qu'il est encore fœtus. Ça veut dire que l'État, la communauté doit protéger l'enfant parce que c'est un futur prometteur pour un pays, pour la communauté, même pour toute l'humanité. D'où la protection de l'enfant avant sa naissance. Alors, comme nous parlons de la protection pénale de l'enfant, ça veut dire que dès lors que nous parlons de pénal, nous voyons en tout cas à la première vue les infractions. Ça veut dire qu'il y a les infractions qui peuvent nuire aux droits de l'enfant, que ce soit tant avant sa naissance, même après sa naissance. En l'occurrence, ici, moi, j'aborde la protection pénale de l'enfant après sa naissance. Ça veut dire que toutes les infractions contre l'enfant, après qu'il soit né, après sa naissance, cela veut dire que, comme Junior l'a dit, article 2 de la loi portant protection de l'enfant de 2009, qui dit que l'enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Ça veut dire que les infractions portées contre ces personnes ici sont constitutifs des infractions contre les enfants. Alors, c'est regroupé en catégories. Parce que la loi de 2009 portant protection de l'enfant, en tout cas, est structurée en catégories et en titres. Alors, le 4e titre de cette loi parle de la protection pénale des enfants, soit avant la naissance, qui est le chapitre 1er, et le chapitre 2, qui parle de la protection pénale des enfants après la naissance. Alors, permettez que je lise les titres. D'abord, il y a des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique ou mentale de l'enfant. C'est la première catégorie. Ça veut dire, ici, la première infraction qu'on peut sous-entendre, c'est les coups et blessures volontaires contre un enfant. Ça veut dire qu'un majeur, un adulte, ça veut dire une personne ayant plus de 18 ans, qui, en tout cas, se livre à ce désir de procurer des coups et des blessures à l'enfant. Déjà, il a biaisé la protection pénale de l'enfant. Dès lors qu'il a occasionné des coups et des blessures, il est punissable par la loi. Mais Faustin, cela ne se limite pas par là. Ça peut arriver qu'il y a des coups et blessures volontaires qui occasionnent une altération de la santé. L'enfant était en bonne santé. Mais après avoir subi des coups et blessures volontaires, l'enfant, par exemple, devient épileptique. Il souffre déjà de l'épilepsie. Donc, les coups et blessures volontaires ont occasionné une maladie, ont occasionné une incapacité à travailler, ont occasionné une altération de la santé. Ça veut dire qu'au bas de l'échelle, nous avons d'abord le coups et blessures volontaires qui n'occasionnent rien. C'est une infraction. Mais il y a maintenant des circonstances aggravantes. Ça veut dire des coups et blessures qui ont occasionné soit la maladie, soit une incapacité au travail. C'est en tout cas l'une des infractions que je peux citer. Il y en a toute une panoplie d'infractions citées, mais alors par catégorie, permettez que je prenne une seule infraction. Alors la seule infraction que moi j'ai prise dans les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique, c'est les coups et blessures volontaires. La deuxième catégorie sont les atteintes à l'honneur et à la liberté individuelle de l'enfant. Souvenez-vous l'autre fois, Faustin, vous avez parlé de l'imputation dommageable. C'est une imputation contre... Ce sont des faits précis qui touchent à l'honorabilité, à la moralité et même à l'image d'une personne. C'est punissable par la loi. Maintenant, dans les cadres des enfants, le fait d'attribuer à un enfant d'être sorcier, d'appeler un enfant sorcier, c'est punissable par la loi, Faustin. Ah bon? Ça veut dire que il y a... Prenons les faits. Souvent, les enfants qui sont chez leur marâtre. Vous connaissez les marâtres? La maman est décédée, le père a épousé une deuxième femme. Alors la deuxième femme commence en tout cas à traiter de l'enfant de sorcier. Alors, ces faits précis attribués à l'enfant sont punissables par la loi. La sorcellerie, comme je le dis toujours, elle n'est pas érigée en infraction en droit congolais. Parce qu'on ne sait pas prouver que tel est sorcier. On ne sait pas prouver que tels faits sont issus de la sorcellerie. Voilà pourquoi attribuer à un enfant des faits tels que la sorcellerie, je trouve que c'est porter atteinte à la protection
pénal de l'enfant. Et ça devient une infraction. C'est une infraction. Tu ne peux pas appeler un enfant sorcier. Faustin, c'est frustrant. Mais quand tu appelles une grande personne sorcière, ce n'est pas grave. C'est également une infraction. Ça peut s'ériger en injure publique. C'est une injure publique. Comment tu peux m'appeler sorcier? Comment tu m'impites de la sorcellerie? Alors, je peux te traduire en justice. Alors, pour les enfants ici, comme Junior l'a souligné, les enfants ont besoin de la protection. Ils ont besoin, comme il a dit, l'étymologie, c'est l'enfant, il ne sait pas parler. Quelqu'un qui ne sait pas parler. Donc, il a besoin de quelqu'un pour parler pour lui, pour en tout cas le remettre dans ses droits. Ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie sont les atteintes à la propriété ou au patrimoine de l'enfant. Vous savez, Faustin, nous vivons dans un entourage où l'enfant, naturellement, il est vulnérable. L'enfant est vulnérable naturellement. Alors, les atteintes au patrimoine ou au bien de l'enfant, c'est parce que tu es enfant que tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone. Tu peux être un enfant, tu as un téléphone. Mais parce que tu es majeur, tu viens, tu prends le téléphone de l'enfant. C'est porter atteinte au droit du patrimoine de l'enfant, au bien de l'enfant. Donc, ça veut dire que c'est érigé également en infraction. L'autre catégorie, c'est des agressions sexuelles. Maintenant, Faustin. Il y a de ceux-là qui abusent des enfants. Partant du statut de vulnérabilité des enfants, alors certaines grandes personnes veulent abuser. Souvenez-vous, par définition, par des thèmes beaucoup plus simples, le viol, c'est le fait de pénétrer dans l'appareil génital ou tout édifice d'une personne sans son consentement. Alors, comme je le dis encore, Faustin, le consentement de l'enfant pour l'acte sexuel est inopérant en droit. Ça veut dire qu'une personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas consentir à l'acte sexuel, bien que c'est l'enfant qui est venu chez toi pour te solliciter. Bien que tu aies des images, l'enfant ne peut pas consentir à l'acte sexuel. Le fait pour un majeur de passer à l'acte sexuel avec un enfant, c'est déjà un viol. C'est contre la protection pénale de l'enfant. Donc, les majeurs, comme l'émission a un caractère pédagogique, doivent savoir que les abus sexuels sont les infractions contre les enfants. À part seulement les rapports sexuels, il y a également des pratiques d'exploitation sexuelle. Exposer l'enfant à la pornographie, avec quel objectif? Nous avons vu, je pense que ce n'est pas au Congo, où les enfants avaient tendance à jouer à la pornographie. Donc, exposer des enfants à de tels films, en tout cas, c'est attentatoire à leurs droits. Et c'est punissable par la loi, à la lumière de la loi de 2009 portant protection de l'enfant. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Josué, pour cet éclaircissement. Quelles sont les lois en RDC pour protéger les enfants avant leur naissance, Monsieur Junior? Alors, comme je l'ai dit, j'ai même cité les infractions qui sont punissables lorsqu'il y a une mère porteuse d'un fœtus dans son sein. Je vais d'abord commencer par la loi portant protection de l'enfant de 2009, qui bien évidemment protège l'enfant pendant qu'il est encore dans les seins de sa maman, avant sa naissance, mais également le code pénal. Le titre 6 du code pénal porte sur les infractions contre l'ordre de la famille. Chaque fois qu'une maman enceinte subit des violations graves de son intégrité physique, par exemple, comme les coups et blessures, chaque fois qu'une femme enceinte avorte, cela porte déjà un préjudice à l'ordre de la famille. Parce qu'en donnant naissance, déjà, on crée de la famille, on crée un environnement de foyer. Et lorsqu'il y a interruption de cette grossesse, automatiquement, nous rentrons dans le cadre d'une violation de la protection pénale de l'enfant. Voilà donc les lois qui protègent l'enfant avant sa naissance. D'un côté, la loi portant protection de l'enfant, de l'autre côté, le code pénal. Voilà. Monsieur Josué, je reviens vers vous. Comment la législation congolaise, ou bien donc comment la loi congolaise sanctionne-t-elle les violences faites aux femmes enceintes? Alors, déjà, violer une femme enceinte, c'est une situation aggravante. Donc, la situation aggravante tenant compte de la situation de la femme. Non seulement il y a atteinte aux droits de la femme, mais également il y a atteinte à la protection pénale de l'enfant avant sa naissance.
Alors, comme je l'ai dit, c'est punissable par la loi. Alors, le code, la loi de 2009 a prévu des peines contre, en tout cas, les violences contre les femmes enceintes. D'ailleurs, le viol en soi, il est puni de 10 ans jusqu'à 20 ans maximum. Viol avec situation atténuante, parce que les circonstances atténuantes sont à l'appréciation du juge. Mais les circonstances aggravantes sont dans la loi. Alors, violer une femme enceinte tient lieu d'une circonstance aggravante. Ça peut même aller de 10 ans jusqu'à 20 ans. Donc, c'est ce que la loi de 2009 a prévu, et même le code pénal également, le titre 6e. Voilà, quels sont les droits de l'enfant à naître en cas de maltraitance ou d'abandon, monsieur Junior? Alors, l'enfant à naître, je suppose que c'est l'enfant qui est encore dans les seins de sa maman, l'enfant qui est encore un fœtus. Alors, comme je l'ai dit, comme je n'ai cessé de le répéter, il y a des droits, il y a des règles qui protègent l'enfant pendant qu'il est encore dans les seins de sa maman. Et le fait que l'enfant naît dans un... En fait, la question, c'est de savoir quels sont les droits de l'enfant à naître dans une situation difficile, c'est ça? Non, dans une situation de maltraitance. Dans une situation de maltraitance. Là, je suppose alors la maltraitance de la maman. De la maman. Ah, voilà. Ou bien sa maman a été abandonnée par voilà. son mari. Alors, il y a des incriminations qui sont prévues par le code pénal. Il y a également des incriminations qui sont prévues par la loi portant protection de l'enfant. Alors, il y a une incrimination dénommée coups et blessures sur une femme enceinte. Dans ce sens, un individu va asséner de coups à une femme enceinte. Cet individu va frapper cette femme enceinte. Et cela renvoie encore une fois à un préjudice porté sur la protection pénale de l'enfant. Et c'est punissable par la loi. Alors, dans ce sens-là, lorsque cet individu aura porté de coups à cette femme et que cette femme meurt par la suite, cela constitue automatiquement des circonstances aggravantes. C'est également punissable par la loi. Voilà un peu... Okay, merci beaucoup. Quelles sont les lois en RDC pour protéger les enfants, M. Dioka? Je pense que cette question, vous l'avez déjà posée à Junior. Assurément, je vous pose à vous aussi. Ça veut dire que je vais répéter ce qu'il a dit. Non, pour développer dans votre sens. Alors, il y a tout un arsenal. Junior a juste introduit, mais il n'a pas eu à développer. Alors, il y a tout un arsenal juridique en RDC sur la protection de l'enfant. D'abord, la loi par excellence sur la protection de l'enfant, c'est la loi de 2009 portant protection de l'enfant. Il y a également certaines phrases, certains droits de l'enfant dans la Constitution, la loi suprême, qui protège également les enfants. Il y a également le code de la famille qui protège les enfants et le code pénal qui protège également les droits des enfants. Ça veut dire que les enfants sont beaucoup plus protégés vu leur statut de vulnérabilité. Ils sont vulnérables par nature. Alors, dès lors que la Constitution, le code pénal, le code de la famille, la protection de l'enfant protège l'enfant, ça veut dire que suffisamment l'enfant est protégé. Non seulement au niveau national, mais il y a également des traités internationaux qui ont été ratifiés par la RDC qui protègent les enfants. Ça veut dire que les enfants sont suffisamment protégés en droit congolais. Voilà comment est-ce que vous venez d'ajouter une nouvelle matière. Merci beaucoup. Vous voulu juste rejeter. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, Monsieur Junior et Dio Kapi. Peut-être la dernière question à vous poser, Junior. Quelles sont les peines pour ceux qui exploitent les enfants dans les rues, surtout des Goma et Bukavu? Quelles sont les peines pour ceux qui exploitent les enfants? Alors là, il faudrait d'abord savoir s'il s'agit de quelle forme d'exploitation. Par exemple, les enfants qui sont en train d'être exploités dans les restaurants, un enfant de 9 ans avec des bidons sur la tête, juste pour gagner quelque chose à manger. Alors là, je vais d'abord partir du principe de l'exploitation sexuelle des enfants. Je vais par exemple citer le proxénétisme. Le proxénétisme, alors je vais encore rentrer dans les caractères pédagogiques de l'émission. Vous allez me permettre de parler d'une maison de tolérance.
Un individu qui investit son énergie, son temps à utiliser des enfants pour des fins économiques, dans une activité sexuelle illicite. Ça, c'est déjà une forme de l'exploitation des enfants sur le plan sexuel, ce qui est même puni par la loi portant protection de l'enfant. Je pense que Josué peut développer après. Il y a également les abus sur les mineurs. Comme il a dit, un mineur ne peut pas consentir à un acte sexuel, mais on abuse des enfants, on les exploite sexuellement, des enfants, dans certaines zones. Et puisqu'il y a un défaut de consentement dans les chefs de l'enfant, utiliser un enfant pour des fins économiques, le livrer à des activités sexuelles, c'est déjà quelque chose de condamnable et c'est punissable par les lois de la République, notamment la loi portant protection de l'enfant, que nous venons de citer ici. Okay. Merci beaucoup, M. Junior. Josué Kapi, dites-nous, est-ce que les peines qui existent suffisent vraiment pour dissuader l'exploitation de l'enfant? Effectivement, oui, les peines sont suffisamment éclairées et abordées dans la législation congolaise. Le problème, c'est au niveau de l'application. Donc, nous avons des bons textes, mais ça fait défaut au niveau de l'application. Dès lors que l'application n'est pas au top, dès lors que l'application n'est pas au rendez-vous, en tout cas, c'est le désordre qui règne. Ça veut dire que quand une peine a prévu, quand une infraction prévoit des peines, alors il faudra appliquer, surtout que nous sommes en matière pénale ici, elle est de stricte interprétation. Ça veut dire que dès lors que la loi dit 10 ans de cette dite pénale, il faut appliquer 10 ans. Justement, le juge peut tenir compte des situations atténuantes, mais c'est 10 ans. Alors je crois que pour répondre à votre question, les peines sont dissuasives. Mais nous avons un problème au niveau de l'application. Cela veut dire que ça revient au juge de très bien appliquer pour qu'il n'y ait pas de cas de récidive ou bien pour éviter carrément les abus contre les enfants. Ok, merci beaucoup. Je l'ai dit, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire en conclusion, Monsieur Junior? Et vous allez également conclure cette émission en nous disant qu'est-ce que vous aimeriez dire, surtout à toutes les autorités qui sont en charge de la protection de l'enfant, afin de diminuer la présence des enfants dans le lit des courants. Merci Faustin. Alors le premier message, je vais m'adresser aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Et le second message, je vais l'adresser bien évidemment aux autorités qui sont en charge d'assurer la protection et la garantie des droits des enfants. Alors pour les femmes, je reviens sur la question de l'avortement. Alors c'est un fait social, parce qu'en droit, nous disons que les faits précèdent le droit. En fait, les cas d'avortement, on les décèle beaucoup plus souvent ces derniers temps. Et j'aimerais juste lire l'article 166 du Code pénal pour faire comprendre aux femmes quel est le risque qu'elles encourent lorsqu'elles avortent d'une manière volontaire, lorsqu'elles utilisent des manœuvres artificielles pour expulser le produit de la conception de leur sein. L'article 166 du Code pénal ordinaire dispose ceci. La femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie d'une servitude pénale de 5 à 10 ans. 10 ans, c'est le maximum de la peine. Si on vous attrape la main dans les sacs, vous êtes cuit. Mais alors, il existe quelques conditions dans lesquelles la femme est autorisée à avorter. C'est ce que je voudrais rappeler dans cette émission. Et là, je vais me référer automatiquement à l'article 14 du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme portant sur les droits de la femme, qui prévoit quelques conditions pour que la femme puisse avorter et que cet avortement ne soit pas illicite, que cet avortement soit licite. La première condition, si la grossesse est issue d'une agression sexuelle, premièrement, d'un viol, de l'inceste, mais si également le fœtus est de caractère à porter atteinte à la santé mentale, physique et au bien-être de la maman, ou du fœtus lui-même, là, la femme est autorisée à avorter. Ça, c'est une parenthèse que je voulais bien évidemment éclairer. La lanterne de l'opinion. C'est très important. Oui, c'est très important pour toutes les femmes qui vont suivre cette émission après. Alors, pour les autorités, le seul message que je voudrais lancer est que les enfants
ne sont pas l'avenir de demain. Les enfants sont l'avenir d'aujourd'hui, tout simplement pour signifier que la protection de leurs droits, que la protection de leur liberté ne doit pas commencer demain, mais maintenant. Et c'est pour ça même que l'esprit du législateur a pensé à protéger les droits de l'enfant avant même qu'il ne soit au monde, avant qu'il ne soit né. Et donc les autorités devraient créer des mécanismes, non seulement au travers de la loi, mais d'autres mécanismes extrajudiciaires qui peuvent favoriser à ce que les enfants grandissent dans un environnement qui va favoriser le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'est prévu à l'article 6, qui est tout simplement ce souci de pérenniser, de perpétuer, de préserver, de garantir les droits de l'enfant. Voilà, merci beaucoup Josué. Également un mot pour votre conclusion. Alors, merci Faustin pour l'invitation aujourd'hui. C'était une thématique vraiment très importante pour la population de la République démocratique du Congo, surtout avec la conclusion des juniors en ce qui concerne l'avortement. J'avais une discussion avec une dame juriste qui me dit qu'elle a le droit de disposer de son propre corps. Vous savez, le droit de disposer de son propre corps veut dire tout simplement je peux faire de mon corps ce que je veux. Ça veut dire je peux également avorter. Et je lui ai dit que le droit de disposer de son corps n'était pas un droit absolu. Ça veut dire qu'on peut déroger à ces droits-là. Et c'est le cas que Junior venait d'expliquer, qu'il y a des seules conditions permises pour avorter. Donc en conclusion, ce que je dis, c'est que les enfants doivent être protégés. Il y a la protection sociale que nous n'avons pas abordée, la protection judiciaire que nous n'avons pas abordée également. Nous n'avons qu'abordé une seule partie de la protection de l'enfant, c'est la protection pénale, avant et après. Ça veut dire que dans les prochains jours, on peut aborder maintenant la protection sociale. C'est le cas des enfants de la rue. Quel est leur sort? Que prévoit les droits, que prévoit la loi quand ça concerne tous ces enfants de la rue? La protection judiciaire, maintenant, ce sont les enfants en conflit avec la loi, les enfants qui ont commis des infractions, que nous appelons manquements en droit pour le cas des enfants, qui prévoit le droit, qui prévoit la loi. Ça veut dire que nous pouvons prendre un autre rendez-vous quand ça se concerne, c'est vous qui planifiez justement. C'est très important pour que, en tout cas, la population soit au courant de tous les rouages autour de la protection de l'enfant. Les enfants doivent être vraiment protégés. Madame, Messieurs, vous nous avez suivis. Je crois que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas également à vous abonner sur notre chaîne si vous n'avez pas encore fait. Partagez, likez, mais aussi commentez. Cela ne fera du mal à qui que ce soit. Travaillons toujours pour la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres tirent pour toujours. Au revoir.